L'email de maman est apparu dans ma boîte de réception jeudi matin, son objet brillant d'un mélange familier d'excitation et d'attente, week-end de remise des diplômes d'Alex. Détails finaux. J'ai hésité avant de l'ouvrir, le léger bourdonnement de l'appartement remplissant l'espace autour de moi. En lisant, les mots semblaient flotter à l'écran. Rachel, nous sommes tellement heureux pour la remise de diplôme de médecine d'Alex samedi. Nous avons réservé des places pour la famille papa, moi, tante Caroline, oncle Tom et grand-mère. Malheureusement, la salle est limitée et nous n'avons pu obtenir que 6 billets dans notre section. Comme tu es fatigué ces derniers temps, nous avons pensé que tu préférerais regarder la retransmission depuis la chambre d'hôtel. Ainsi, tu pourras te reposer et éviter la foule. Nous célébrerons ensemble lors du dîner après la cérémonie. Avec amour, maman. J'ai relu l'email 3 fois, chaque lecture faisant légèrement trembler mes mains. Pas de joie, pas de soulagement, mais les tremblements persistants de mes muscles, compagnons silencieux depuis 8 mois. Ils pulsaient de manière imprévisible, rappel constant des changements survenus dans mon corps. Alex. Mon petit frère. Le nom pesait plus lourd que d'habitude alors que je l'imaginais traversant la scène de la Cornerstone Medical School, serrant la main des professeurs, enfilant la blouse blanche symbolisant des années de travail acharné. 4 ans de stage clinique, des nuits d'études interminables, des examens sans fin tout culminant dans ce moment unique. Chaque fête, chaque dimanche banal, avait subtilement tourné autour de lui. Les conversations autour de la table revenaient toujours à ses stages, aux matchs day à venir, aux petites victoires et aux revers qui façonnaient son parcours. Le réfrigérateur de maman servait depuis des années de calendrier de jalons, avec des maniets colorés comptant les jours jusqu'à ce week-end précis. Je fixais la fenêtre, la lumière du soleil traversant le parquet, pensant à quel point mes propres luttes étaient devenues invisibles au rythme des célébrations familiales. Bien sûr, ils étaient ravis, mais cette excitation portait un poids auquel je ne pouvais pas vraiment me joindre. Voir Alex réussir, réaliser un rêve à la fois sien et en partie le leur, me laissait quelque part entre l'admiration et l'envie, la fierté et l'épuisement. L'idée de rester isolé dans une chambre d'hôtel, à regarder la cérémonie sur un écran, me tiraillait. Une part de moi voulait refuser, se protéger de la fatigue des interactions sociales, des foules, des comparaisons inévitables. Et pourtant, une autre part aspirait à être là, à assister à l'aboutissement de ces années de dévouement, à l'encourager en personne, même discrètement depuis un coin. Les mots de maman résonnaient dans mon esprit, nous célébrerons ensemble lors du dîner après la cérémonie. La promesse de rire partagé, de verres qui s'entrechoquent et de sourires forcés était réconfortante. Mais l'isolement aussi, la possibilité d'observer tranquillement, de préserver mon énergie, d'exister dans un espace où mes tremblements n'étaient pas exposés. J'ai refermé lentement l'ordinateur portable, le soleil du matin peignant des rayons dans la pièce, et j'ai expiré. Le week-end de remise des diplômes approchait. Et que ce soit depuis une chambre d'hôtel ou les sièges de l'auditorium, j'en ferais partie. D'une manière ou d'une autre. Papa avait déjà commandé des cartes de visite personnalisées, lettres audacieuses proclamant « Père du docteur Alexander Chin, M.D. ». Cette idée me serra quelque part au fond de la poitrine. Fierté d'un côté, isolement de l'autre, rappel silencieux de la distance imposée par mon corps. Il y a 18 mois, les premiers signes subtils étaient apparus, une fatigue si lourde qu'elle ressemblait à nager dans l'eau, des muscles qui fléchissaient sans prévenir, des difficultés occasionnelles à avaler rendant les repas à la fois fastidieux et effrayants. Au début, je les avais attribués aux longues heures passées au laboratoire de biotechnologie. Délai, expérience, pression constante pour produire des résultats, tout expliquait tout, ou du moins, c'est ce que je me disais. Mais les symptômes s'intensifièrent. Les escaliers devinrent un défi, les tâches simples exigeaient plus d'efforts qu'elles ne devraient. Je trébuchais de plus en plus souvent, les mots s'échappaient de ma bouche en fragments désordonnés, et mes mains me trahissaient, tremblant de façon incontrôlable lorsque j'essayais de saisir le moindre objet. La première fois que mon café se renversa à cause de mes doigts tremblants, je compris que je ne pouvais plus ignorer le problème. Après 6 mois épuisants de tests, de consultations et de salles d'attente imprégnées d'odeurs antiseptiques et du bourdonnement discret des néons, le diagnostic est enfin tombé, myasthénie grave. Une maladie auto-immune où mon système immunitaire, inexplicablement, attaque les connexions essentielles entre les nerfs et les muscles,
détruisant les fonctions les plus basiques de la vie quotidienne. Lors d'un dîner en famille, j'ai tenté de leur faire comprendre, de transmettre ce poids invisible qui m'écrasait. C'est la myasthénie grave. Mon système immunitaire attaque la jonction neuromusculaire, provoquant une faiblesse musculaire progressive. Je commence une thérapie immunosuppressive. Alex a à peine levé les yeux de son téléphone, sa réponse tranchante et désinvolte, ça sonne psychosomatique. Présentation classique d'un trouble de conversion. Tu es stressé par le travail. Ton corps manifeste des symptômes physiques. Plutôt communs, en fait. Tu devrais voir un thérapeute. J'avais envie de crier, de le secouer pour qu'il comprenne, mais j'avais déjà suivi des consultations avec 6 neurologues différents, tous confirmant le même diagnostic. J'avais enduré des EMG, des analyses de sang et d'innombrables visites dans des cliniques où flottait l'odeur douceâtre de l'alcool et de l'anxiété. Chaque procédure érodait ma confiance, laissant derrière elle la vérité implacable, mon état était réel, tangible et isolant. La conversation s'est arrêtée là, le cliquetis des couverts remplissant le silence, tandis que je restais rigide sur ma chaise, les mains jointes pour les contenir. Même entourée de ma famille, je sentais le fossé s'élargir entre nous. Fierté, inquiétude, incompréhension tout se mêlait en un nœud silencieux et suffocant. L'indifférence d'Alex était un rappel amer que certains combats se mènent seuls, même dans des pièces remplies d'amour et d'attente. Plus tard, dans la solitude de mon appartement, je parcourais du bout des doigts les lettres des cartes de visite commandées. Chacune rappelait les succès d'Alex, chacune murmurait subtilement que mes luttes restaient invisibles sous l'éclat de ses réussites. Et pourtant, sous la douleur, une détermination bouillonnait. Je résisterais. Je naviguerais à travers les tremblements, la fatigue, le scepticisme, et je trouverais un moyen d'affirmer mon existence, aussi discrètement soit-il, dans un monde qui l'ignorait souvent. Mon diagnostic était confirmé. Les tests d'anticorps, répétés et précis, ne laissaient aucune ambiguïté. Pourtant, Alex les balayait d'un sourire désinvolte. Les tests d'anticorps peuvent donner des faux positifs, disait-il, sa voix pleine de certitude, comme celle de quelqu'un fraîchement formé à un monde de faits mémorisés. La fac de médecine te forme à ça dès la première année. La plupart des maladies auto-immunes mystérieuses ? Juste de l'anxiété. Comportement cherchant l'attention. Mes parents avaient hoché poliment la tête, leur visage mêlant inquiétude et déférence automatique réservée à un enfant au seuil du prestige. Papa a serré ma main doucement, son pouce effleurant ma peau tremblante. Alex saura. Chérie, il est presque médecin. Peut-être que tu t'es juste trop sollicité au travail. As-tu essayé le yoga ? À partir de ce moment, mon état est devenu une pensée secondaire, une boutade, un sujet de discussion bref lors des réunions de famille. Le problème de fatigue de Rachel, l'appelait-il, comme s'il s'agissait d'un léger contretemps à prendre en compte dans l'organisation familiale. Lorsqu'une poussée sévère me laissa dépendante d'une canne pour traverser le salon, Alex annonça à des proches de passage que j'exagérais. Je me souviens de la douleur de ses mots, de son sourire entendu tandis que je luttais pour garder l'équilibre. Plus tard, lorsque j'ai dû manquer sa cérémonie de la blouse blanche à cause d'une crise myasthénique qui m'envoya à l'hôpital, son message est arrivé sur mon téléphone, un texto bref et cinglant. Bien joué pour la culpabilisation, vraiment subtil. Ce qu'il ne savait pas et que j'ai fini par cesser d'expliquer après tant de refus répétés, c'est que ma maladie était médicalement sérieuse. Chaque poussée, chaque nouvelle faiblesse, était soigneusement surveillée, enregistrée et analysée par des spécialistes. Ma neurologue, le docteur Patricia Morgan, était reconnue comme l'une des chercheuses les plus éminentes sur les troubles neuromusculaires auto-immuns, et elle avait porté un intérêt particulier à mon cas. Ma maladie se manifestait de manière atypique, suffisamment inhabituelle pour attirer son attention. Après des mois d'évaluation, elle m'a invité à participer à une étude pionnière sur la myasthénie grave résistante au traitement, un sous-groupe rare où les thérapies standards échouaient à produire une amélioration fiable. La recherche se faisait en collaboration avec le département de neurologie de la Cornerstone Medical School, la même institution dont Alex allait bientôt obtenir son diplôme. L'ironie ne m'échappait pas. Alors que le parcours médical de mon frère était célébré avec des blouses blanches, des applaudissements et la fierté familiale, le mien se déroulait en silence, dans des salles d'examen stériles,
des couloirs d'hôpital parfumés à l'antiseptique, et dans les marges de protocoles de recherche clinique complexes. Ma vie était devenue une négociation constante entre énergie, force et les exigences implacables d'un système immunitaire qui refusait de céder. Et pourtant, une lueur de satisfaction persistait sous la fatigue. Participer à l'étude signifiait que je contribuais à des connaissances pouvant aider d'innombrables autres personnes, une importance discrète que ni les dîners familiaux ni les commentaires sarcastiques ne pouvaient diminuer. Tandis que les réussites d'Alex étaient tangibles, publiques et cérémonieuses, les miennes existaient de manière subtile mais essentielle, documentées dans des rapports de laboratoire, scrutés lors de revues par des pairs et conservées dans les notes méticuleuses du docteur Morgan. Je me demandais souvent si ma famille comprendrait un jour le poids de ce que j'endure. Savent-ils les nuits passées à lutter contre une faiblesse qui me laissait haletante dans le noir? La frustration de doigts trop tremblants pour écrire ne serait-ce qu'un court email? Ou la satisfaction silencieuse quand une session d'études produisait des résultats que personne d'autre ne verrait? Le contraste entre nos mondes, son succès célébré, ma lutte invisible formait un gouffre que ni la fierté ni l'amour ne semblaient capables de combler. Et pourtant, même dans l'isolement, une détermination obstinée demeurait. Mon état n'était pas une histoire de dramatisation ou d'exagération. Il était réel, implacable, et il comptait. Mes dossiers médicaux, soigneusement anonymisés, étaient devenus partie intégrante du programme de neurologie de 4 ans de la Cornerstone Medical School. Ils étaient présentés comme des exemples de gestion complexe des maladies auto-immunes, disséqués lors de cours magistraux et de discussions de cas. Le docteur Morgan l'avait mentionné presque par hasard au cours d'un rendez-vous de routine. Votre cas enseigne en ce moment même aux étudiants en médecine, avait-elle dit, sur un ton décontracté mais teinté de fierté. Vous contribuez à la formation des futurs médecins incluant à votre insu votre propre frère. J'avais souri poliment à l'époque, plus amusé qu'autre chose. Ce qu'il ne réalisait pas, ce que j'avais gardé pour moi, c'est que le docteur Morgan n'était pas seulement ma neurologue. Elle était aussi doyenne de la Cornerstone Medical School. 2 ans auparavant, elle avait pris ce rôle administratif tout en poursuivant son travail clinique et son programme de recherche avec la même intensité qu'auparavant. Alex avait mentionné sa doyenne en passant, lors d'un dîner, mais il n'avait jamais révélé l'ampleur de son autorité. Le docteur Morgan allait prononcer le discours de remise des diplômes. Toute l'école murmurait à propos de son esprit aiguisé et de ses exigences sans compromis. Étudiants et professeurs la décrivaient comme intimidante, une force académique dont le regard pouvait déstabiliser même les jeunes médecins les plus confiants. Je n'ai rien dit à ma famille. À quoi bon? Ils saisissaient rarement quelque chose au-delà de leurs propres suppositions. Leur propension à réduire mes luttes à de simples désagréments ou à des réactions émotionnelles exagérées me rendait réticente à partager une victoire qu'ils ne comprendraient pas. L'email de maman brillait à nouveau sur mon écran, sa sollicitude polie me semblant étrangement condescendante. Trop fatiguée pour les foules, écrivait-elle, me suggérant de suivre la cérémonie depuis la chambre d'hôtel. Comme si des mois de faiblesse musculaire implacable, de tremblements et d'effondrements occasionnels pouvaient se résumer à une simple somnolence. Je fis défiler le message lentement, délibérément, savourant la petite rébellion silencieuse qui montait en moi. Je tapai ma réponse avec économie, je m'organiserai moi-même. À samedi. Puis j'appelai le bureau du docteur Morgan. La ligne cliqueta, et son assistante répondit avec une chaleur qui contrastait fortement avec la réputation redoutable de la doyenne. Rachel, comment vous sentez-vous? Prête pour samedi? Je restai figée. Samedi? La cérémonie de remise des diplômes? La voix du docteur Morgan arriva, mesurée et autoritaire, mais portant une excitation indéniable. J'ai demandé à ce qu'on vous réserve un siège dans la section des professeurs. Elle veut que vous soyez présente lorsqu'elle remettra les prix de recherche. Votre étude de cas est reconnue dans le cadre du programme d'excellence en neurologie. Je sentis l'air se comprimer autour de mes poumons. Mon cœur battait la chamade, mélange de stupéfaction, de fierté et d'une émotion que je ne m'étais pas autorisée à ressentir depuis des années, la validation. Pendant des mois, voire des années, mes luttes avaient été minimisées, traitées comme accessoires, gênantes ou même inventées. Et voici que mon travail, ma souffrance, ma réalité étaient reconnues d'une manière qu'aucune conversation familiale n'avait jamais su accomplir. Des images défilaient dans mon esprit,
des amphithéâtres remplis d'étudiants attentifs, mon cas anonymisé disséqué sous l'éclat net des projecteurs, de futurs médecins débattant des stratégies de traitement inspirées par mon expérience. Et dans cette salle, parmi une mer de blouses blanches et d'ambition académique, Alex serait assis, inconscient que les défis de sa sœur avaient silencieusement guidé une partie de son éducation. La réalité me frappa plus fort que prévu, je n'allais pas simplement assister à une remise de diplôme. Je pénétrais dans un moment qui redéfinissait tout ce que ma famille avait négligé. Mon corps était fragile, oui, mes mains tremblaient et mon endurance était limitée, mais mon existence, les mois de rendez-vous, les séjours à l'hôpital, les nuits sans sommeil avaient un sens au-delà de leur indifférence habituelle. Mes doigts flottèrent au-dessus du téléphone. Une détermination calme et solide s'installa en moi. Il ne s'agissait pas de prouver quoi que ce soit à la maison. Il s'agissait d'être présente, de revendiquer une part du monde qui semblait souvent oublier que j'existais au-delà de ma fatigue. J'irais. Je m'assiérais dans cette section réservée aux professeurs. Je verrais, silencieusement mais de manière incontestable, ma contribution reconnue non comme une note en bas de page, ni comme une curiosité, mais comme un témoignage de persévérance, d'intelligence et de courage méconnu. J'exhalais lentement, les tremblements de mes mains moins oppressants, presque porteurs de sens. Dans mon esprit, samedi était déjà arrivé bien avant que le calendrier ne le confirme. Et j'étais prête. Elle allait présenter mon cas lors de la cérémonie. La version anonymisée, soigneusement dépourvue de tout détail pouvant m'identifier, mais indubitablement le mien. Ce n'était pas un simple exemple symbolique, il faisait partie de la vitrine du département de neurologie, conçu pour montrer comment un apprentissage étudiant méticuleux pouvait se traduire en impact concret et significatif pour les patients. Le docteur Morgan avait insisté pour que j'en sois témoin. Elle va vous appeler aujourd'hui, m'avait dit son assistante, voix chaleureuse mais vibrante d'excitation. En réalité, chaque détail logistique avait été planifié avec soin. Place réservée pour le corps professoral, accès adapté, aménagement pour les aides à la mobilité, exactement les choses que ma famille jugeait trop compliquées pour être considérées. Le samedi matin, je suivis ma routine avec une précision délibérée. Je pris mes médicaments à leur immunosuppresseur, inhibiteur de la cholinestérase, stéroïdes, chaque pilule formant une petite armure contre les tremblements et la fatigue qui auraient autrement dominé la journée. Je choisis une robe bleu marine, simple mais élégante, soigneusement arrangée pour dissimuler le léger tremblement de mes bras et de mes mains. Ma canne reposait à mes côtés, non pas parce que j'en avais toujours besoin, mais parce que la cérémonie impliquait de parcourir de longs couloirs, de monter des escaliers et de rester debout pendant de longues périodes. Le réalisme était devenu ma compagne constante, me rappelant que j'avais des limites qu'il ne fallait jamais ignorer. Arrivant tôt dans l'auditorium de Cornerstone, je remarquai les petits détails mais essentiels, des places de parking réservées à proximité de l'entrée des professeurs, une rampe légèrement inclinée menant directement dans le bâtiment, des huissiers prêts à aider, et des couloirs dégagés de tout obstacle. L'air sentait légèrement le bois ciré et les vieux livres, mêlés à la subtile odeur de vêtements rhabillés et de parfums émanant des professeurs. C'était un espace chargé d'anticipation, de celles qui font battre le cœur plus vite, que l'on traverse la scène ou que l'on observe depuis les gradins. Le docteur Morgan m'accueillit à l'intérieur, son expression à la fois chaleureuse et professionnelle. Elle me tendit la main, ferme mais rassurante. « Rachel, merci d'être venue. »« Comment vous en sortez-vous » demanda-t-elle, ses yeux balayant brièvement ma posture, mes tremblements contrôlés, l'alignement soigneux de ma canne. « Aujourd'hui, c'est une bonne journée, » répondis-je doucement, consciente que ma voix tremblait encore légèrement malgré le rythme régulier de ma respiration. Tremblement minime, excellent contrôle, dit-elle avec approbation. Vous serez assise au deuxième rang de la section des professeurs, juste à côté du chef du département de neurologie. La visibilité est parfaite, vous pourrez observer toute la cérémonie. Son ton changea subtilement, mêlant autorité et respect silencieux. Lors de mon discours, j'insisterai sur l'importance d'écouter les patients, de reconnaître des maladies complexes dont la présentation n'est pas toujours évidente au premier regard. Votre cas, anonymisé bien sûr, servira d'exemple de la manière dont la persévérance diagnostique et l'investigation minutieuse peuvent faire toute la différence pour les patients. Une vague d'émotions me traversa, fierté, incrédulité, et une validation profonde, presque cathartique. Pendant des années,
mes expériences avaient été minimisées, réduites à de la fatigue ou à des exagérations par des personnes dont j'avais espéré le soutien. Maintenant, dans cette salle baignée de soleil, remplie de professeurs, d'étudiants et de diplômés, mes luttes et ma persévérance étaient honorées, étudiées et célébrées. Je réajustai ma robe, pris ma canne légèrement en main, et me concentrai sur la scène en bois ciré devant moi. Les murmures des étudiants arrivant emplissaient la pièce d'un doux bourdonnement, ponctué par le léger cliquetis des talons sur le sol. J'inspirai lentement, savourant l'instant. Ici, enfin, mon existence était reconnue non comme un désagrément, ni comme une pensée secondaire, mais comme une contribution significative à la médecine et à l'éducation de la prochaine génération de médecins. Le docteur Morgan me fit un signe rassurant avant de se diriger vers le pupitre, sa présence captant immédiatement l'attention. Je m'installai à mon siège, le dos droit, alerte et silencieusement résolue, consciente que ce jour n'était pas seulement celui d'Alex, mais, d'une manière subtile et profonde, aussi la reconnaissance de mon parcours. Alex sait-il que je serai ici ? Demandai-je, la voix basse et hésitante. Les yeux du docteur Morgan s'adoucirent, et pour un bref instant, un éclair de compréhension passa sur son visage. Votre frère obtient son diplôme aujourd'hui. Je n'avais pas réalisé que vous étiez apparenté avant de consulter les demandes de place et de remarquer votre nom de famille. Y a-t-il des complications dont je devrais être informé ? J'avalai ma salive, le poids d'un passé tu pesant sur mes épaules. Il ne croit pas que mon diagnostic soit réel. Il pense que je cherche de l'attention. Ma famille n'a pas pu me réserver une place avec eux, alors ils ont suggéré que je regarde la cérémonie depuis l'hôtel. Son expression changea, mélange de surprise et de détermination tranquille. Je vois. Eh bien, vous avez une place réservée dans la section des professeurs. Elle est à vous, indépendamment de tout arrangement familial. J'acquiesçai, un petit soulagement m'envahissant. L'auditorium se remplissait rapidement, l'odeur du bois ciré et de parfums flottants dans l'air se mêlant au doux bruissement des programmes distribués. Je repérai ma famille au centre, maman et papa, tante Caroline, oncle Tom et grand-mère tous impeccablement vêtus, les visages illuminés par l'anticipation. Aucun ne regarda vers la section des professeurs. Pourquoi le ferait-il ? Pour eux, j'étais invisible aujourd'hui. Les diplômés arrivèrent ensuite, avançant avec une coordination soigneuse, leurs blouses blanches couvrant des tenues formelles. La mère de jeunes médecins en formation murmurait et se mouvait, l'énergie dans la salle était palpable. Et puis je le vis Alex. Grand, confiant, souriant comme si rien au monde ne pouvait l'atteindre. Il avait affronté les nuits blanches, les examens interminables, les stages sous pression et maintenant, il allait enfin devenir le docteur Alexander Chin. La cérémonie débuta avec l'hymne national, les voix s'élevant en une harmonie collective qui résonnait sous les hauts plafonds. Suivirent les remarques administratives, ponctuées d'applaudissements polis, de ceux qui remplissent l'espace sans le faire vibrer. Puis le docteur Morgan s'avança vers le pupitre. Même de loin, sa présence captait l'attention, mélange parfait d'autorité et de magnétisme. Diplômés, famille, professeurs et invités d'honneur, commença TL, sa voix résonnant clairement dans la salle. Aujourd'hui, nous célébrons 4 années de dévouement, de sacrifice et d'apprentissage. Vous avez étudié l'anatomie, la pathologie, la pharmacologie. Vous avez appris à diagnostiquer, à traiter, à guérir. Mais aujourd'hui, je veux souligner la compétence la plus essentielle en médecine, écouter. Elle fit défiler sa première diapositive, et une citation de William Moseley apparut à l'écran, « Écoutez votre patient. Il vous dit le diagnostic. » La salle tomba dans un silence respectueux, le poids des mots s'installant progressivement. Dans vos carrières, poursuivit-elle, les yeux balayant l'auditoire, vous rencontrerez des patients dont les symptômes ne correspondent pas au manuel. Certains défieront la logique. D'autres seront ignorés par leur père ou même par leur famille. Votre devoir est de voir au-delà des suppositions, de reconnaître les indices subtils et d'honorer l'expérience vécue de ceux qui vous sont confiés. À mesure qu'elle parlait, mon pouce accéléra. Chaque mot résonnait profondément, non seulement comme principe médical, mais comme une reconnaissance personnelle. C'était mon histoire, ma lutte, condensée en une leçon qui toucherait des dizaines de futurs médecins. Mon parcours, les tremblements,
la fatigue, les hospitalisations, l'incrédulité persistante de mon propre frère et de mes parents devenaient désormais un exemple tangible de l'importance d'écouter, vraiment écouter, pour changer des vies. Je me décalai légèrement sur mon siège, les mains reposant doucement sur ma canne. Le murmure ambiant s'effaçait en arrière-plan. Autour de moi, étudiants et familles étaient absorbés par la cérémonie, mais à cet instant, il semblait que le monde se réduisait, mettant en lumière la signification d'une reconnaissance longtemps refusée. La voix du docteur Morgan devint plus ferme, précise. Souvenez-vous, chaque patient est une histoire complexe. Chaque symptôme, même mineur ou déroutant, mérite votre attention. La compassion est aussi cruciale que le savoir. L'empathie doit guider vos actions. Et parfois, les plus grandes avancées se produisent lorsque vous entendez simplement ce que d'autres ont tenté d'ignorer. J'inspirai lentement, laissant la gravité de l'instant m'ancrer. De mon point de vue, je pouvais voir Alex assis dans la section des diplômés, ignorant que le cas qui avait suscité son scepticisme était présenté comme un exemple d'excellence médicale. L'ironie était aiguë, presque délicieuse. Aujourd'hui, mon existence, ma lutte, ma persévérance parlerait plus fort que n'importe quelle conversation familiale n'avait jamais pu le faire. Les patients dont les symptômes semblent incohérents ou inexplicables, poursuivit le docteur Morgan, sa voix résonnant avec assurance dans le vaste auditorium, testeront non seulement vos connaissances, mais aussi votre jugement. Vous serez tenté, parce que vous êtes humain, de rejeter ce que vous ne pouvez pas immédiatement classer, d'étiqueter la complexité de psychosomatique, de supposer que la personne exagère ou cherche de l'attention. La salle était silencieuse, chaque participant se penchant subtilement en avant, carnets ouverts, yeux fixés sur elle. L'anticipation collective était presque palpable, une électricité discrète parcourant les rangs. Je veux partager un cas étudié par nos étudiants en neurologie cette année, dit-elle, se décalant légèrement derrière le pupitre. Une femme de 32 ans s'est présentée avec une faiblesse musculaire progressive, une fatigue incessante, des difficultés à avaler et des épisodes intermittents d'effondrement. Ces symptômes initiaux étaient subtils, facilement attribuables au stress, au surmenage ou au mode de vie. Pourtant, elle insistait avec constance pour signaler que quelque chose n'allait vraiment pas. Mon pouls s'accéléra, mélange d'incrédulité, d'angoisse et de satisfaction silencieuse. Ma poitrine se serra à mesure que le récit se déroulait. Chaque mot prononcé par le docteur Morgan reflétait mes propres expériences, les mois d'incertitude médicale, les refus répétés, les nuits passées dans des chambres d'hôpital stériles en me demandant si quelqu'un me prendrait un jour au sérieux. Je jetai un coup d'œil à Alex. Il était assis droit dans la 3e rangée, stylo près au-dessus de son carnet, comme si ce n'était qu'une autre leçon sur les principes abstraits de la neurologie. Son expression restait neutre, professionnelle, distante. Pourtant, je remarquai une légère tension dans sa mâchoire, un resserrement autour des yeux trahissant le moindre début de prise de conscience. Il a fallu 6 mois, plusieurs spécialistes et de nombreuses investigations avant que le diagnostic puisse être confirmé, continua le docteur Morgan, d'un ton posé. La patiente a été diagnostiquée avec une myasthénie grave, un trouble neuromusculaire auto-immun affectant la communication entre les nerfs et les muscles. Le retard du diagnostic résultait non seulement d'une présentation atypique, mais aussi parce que plusieurs praticiens avaient minimisé ces inquiétudes, les attribuant à l'anxiété ou à un comportement cherchant l'attention. Tragiquement, un étudiant en médecine en stage clinique informa explicitement les membres de la famille que la patiente fabriquait ces symptômes pour susciter de la sympathie. Mon estomac se noua. Chaque mot frappait comme une onde de reconnaissance. Le poids de chaque plainte ignorée, de chaque regard sceptique des membres de la famille, de chaque refus d'un clinicien bien intentionné mais mal informé, se condensait en la vérité indéniable qui était prononcée à voix haute. Le stylo d'Alex flottait au-dessus de son carnet. Il n'écrivait plus, son attention entièrement captée. Pour la première fois ce matin-là, je vis quelque chose changer dans sa posture, un éclair d'incertitude, un bref questionnement sur les suppositions qu'il avait entretenues depuis des mois. Le docteur Morgan fit une pause, balayant l'auditoire avec intensité. Et maintenant, cette patiente est ici aujourd'hui. Je sentis mon souffle se bloquer. Les têtes se tournèrent instinctivement vers la section des professeurs. Quelques étudiants échangèrent des regards subtils, des murmures de curiosité parcoururent faiblement la salle. Je restai parfaitement immobile,
ma canne reposant légèrement contre le siège, les mains soigneusement posées sur mes genoux. Le tremblement de mes doigts compagnons constant depuis plus d'1 an était présent mais maîtrisé. Pour la première fois, les yeux d'Alex rencontrèrent les miens. Le stylo glissa de ses doigts, tombant doucement sur son carnet. Son expression passa du détachement professionnel au choc, à l'incrédulité, peut-être pour la première fois, à une véritable compréhension. La réalisation que l'histoire évoquait les mois de lutte, la fatigue persistante, les visites hospitalières ignorées n'étaient pas abstraites ou hypothétiques, mais réelles, vécues et présentes, sembla le déstabiliser un instant. La voix du docteur Morgan s'adoucit légèrement, tout en conservant son autorité. Ceci est un rappel pour vous tous, les patients sont les meilleurs enseignants. Leur persistance, leur insistance et leur expérience vécue contiennent des leçons qu'aucun manuel ne peut reproduire. Le courage de continuer à chercher des réponses, même face aux doutes, transforme la pratique clinique de la routine au profond. J'expirais lentement, le poids des années pressant et s'allégeant en même temps. Autour de moi, l'auditorium semblait à la fois immense et intime, chaque mot, chaque regard, chaque réaction subtile amplifiée dans ma conscience. Aujourd'hui n'était plus seulement la réussite de mon frère. Aujourd'hui était une revendication silencieuse de ma propre histoire, de ma lutte, de mon existence comme valide, essentielle et indéniablement réelle. Elle avait été remarquablement généreuse, acceptant que son cas soit intégré à l'éducation médicale, garantissant que les futurs médecins reconnaîtraient les signes subtils et souvent négligés des troubles neuromusculaires auto-immuns. Sa participation à notre programme de recherche avait déjà donné lieu à 3 publications évaluées par des pairs et contribué à la révision de protocoles de traitement désormais adoptés par des hôpitaux et des cliniques à travers le pays. Le regard du docteur Morgan balaya délibérément la section des professeurs, s'arrêtant brièvement sur moi. « Rachel Chin, voulez-vous bien vous lever ?» Le temps sembla se fracturer. Je me levai avec précaution, tenant ma canne pour stabiliser mes mains tremblantes, consciente de centaines de paires d'yeux convergeant sur moi à la fois. Les murmures et les mouvements dans les sièges s'évanouirent en un bourdonnement lointain, ne laissant que l'intensité silencieuse de la reconnaissance et de l'attention. La persistance de Rachel dans la recherche d'un diagnostic, malgré les refus répétés de multiples sources, lui a probablement sauvé la vie. Une intervention précoce a prévenu toute insuffisance respiratoire et préservé son fonctionnement quotidien. Elle illustre pourquoi écouter surtout lorsque la présentation défie les attentes n'est pas optionnelle en médecine mais fondamentale. Les applaudissements éclatèrent, forts, soutenus, presque écrasantes. Je retombai dans mon siège, les jambes tremblantes, plus que par fatigue seule. Une chaleur monta dans ma poitrine, mélange d'exaltation, de satisfaction et de tension résiduelle, mon corps réagissant à la fois à l'adrénaline et aux années de lutte physique. Je jetai un coup d'œil à ma famille. Leurs réactions furent instantanées, presque théâtrales, contrastant vivement avec le calme et la retenue qui nous entouraient. Le visage de ma mère s'était vidé de couleur, les yeux grands ouverts, l'incrédulité gravée dans chaque ligne. La bouche de mon père restait entr'ouverte, silencieuse mais expressive. Tante Caroline se pencha en avant, chuchotant frénétiquement à l'oreille de l'oncle Tom, ses mains gesticulant comme pour expliquer l'inexplicable. La main de grand-mère pressée contre sa poitrine, le rythme cardiaque accéléré, les respirations courtes, comme si l'instant lui-même l'avait surprise. Et Alex? Mon frère s'était tourné entièrement vers la section des professeurs, les yeux fixés sur moi. Son expression était une tempête intérieure, choc, confusion, horreur naissante. Pour la première fois de la journée, les couches d'arrogance, de scepticisme et de certitude qui l'avaient protégé de ma réalité se dissipèrent, ne laissant que la compréhension brute. Le docteur Morgan poursuivit, d'un ton ferme et délibéré, résonnant dans le silence de l'auditorium, cela m'amène à un sujet difficile mais nécessaire. Lors de notre revue finale de la promotion, une préoccupation sérieuse a été signalée. Un membre de cette cohorte a fait des déclarations à plusieurs individus, affirmant qu'un membre de sa famille fabriquait une grave maladie auto-immune pour attirer l'attention. Ces assertions ont été émises malgré des preuves médicales complètes et documentées confirmant le diagnostic. Ce même étudiant a qualifié les symptômes de la patiente de psychosomatiques et a découragé la famille de reconnaître la gravité de la maladie. Une vague de malaise parcourut l'auditoire. Les étudiants se déplacèrent sur leurs sièges, les murmures cessèrent,
et même certains membres du corps professoral se redressèrent, le poids de cette révélation s'installant sur tous. Je sentis ma poitrine se serrer, le tremblement familier de mes mains s'intensifiant alors que l'adrénaline et l'émotion se mêlaient. Alex resta figé, le teint légèrement pâle. La salle avait changé soudain, le déni, l'incrédulité, l'arrogance décontractée des suppositions avaient été mises en lumière, diffusées d'une manière impossible à ignorer. Je percevais la tension qui émanait de lui, une reconnaissance silencieuse que ce qu'il avait moqué, minimisé et ignoré pendant des mois était non seulement réel, mais affirmé publiquement devant ses pairs, ses mentors et sa propre famille. Le docteur Morgan fit une pause, laissant l'instant résonner, ses yeux balayant l'auditoire avec intention, s'arrêtant un court instant sur chaque personne ayant sous-estimé le courage et la vérité de l'expérience vécue d'un patient. La salle retrouva son silence, l'anticipation planant comme un brouillard épais, chaque auditeur conscient qu'une leçon profonde d'humilité, d'empathie et de responsabilité venait d'être délivrée. Les étudiants se remuèrent nerveusement sur leurs sièges, échangeant des regards furtifs, tandis que le poids des paroles du docteur Morgan s'installait sur l'auditorium. Tous les yeux semblaient rivés sur elle, chaque auditeur pleinement conscient qu'il ne s'agissait pas d'un cours ou d'un discours cérémonial classique, c'était un moment de vérité, une leçon tangible sur les responsabilités morales de la profession qu'ils allaient bientôt embrasser. La médecine exige plus que l'expertise technique, poursuivit le docteur Morgan, d'une voix calme, résonnante, captivant l'attention sans hausser le ton. Elle demande de l'empathie, de l'humilité et un respect profond de l'expérience vécue du patient. Le savoir seul est insuffisant, il doit être tempéré par la compréhension et la considération éthique. Elle fit une pause, balayant la salle avec une intensité délibérée. Un médecin qui ignore une maladie documentée, qui accuse des patients de tromperie sans preuve, qui place ses suppositions personnelles au-dessus de la réalité objective, dit-elle, le regard se plissant légèrement, n'est pas seulement dans l'erreur. Ce médecin est dangereux. Ce médecin infligera du tort parfois irréparable. Un silence s'abattit. L'auditorium sembla se contracter, l'air chargé d'anticipation et de tension. Même le léger grattement d'un stylo sur le papier résonnait amplifié dans le calme. Le serment d'Hippocrate, poursuivit le docteur Morgan, d'un ton mesuré et grave, contient le principe fondamental, d'abord, ne pas nuire. Un étudiant qui a déjà montré sa capacité à nuire à un patient par le déni, la minimisation ou le gaslighting médical n'a pas encore mérité le droit de prononcer ce serment sacré. La couleur d'Alex se vida visiblement, pâle contre le blanc immaculé de sa robe. Je sentis un nœud se former dans mon estomac, mélange de satisfaction, d'incrédulité et d'une anxiété persistante que cette confrontation puisse s'intensifier. Autour de moi, de subtils murmures parcoururent la section des professeurs, une reconnaissance presque imperceptible de la gravité des paroles prononcées. Le regard du docteur Morgan balaya une nouvelle fois l'auditoire, sa voix ferme, inébranlable. Ainsi, dans l'attente d'un examen officiel par le comité d'éthique de l'école de médecine, le diplôme d'un étudiant sera retenu lors de la cérémonie d'aujourd'hui. Cet individu devra suivre une formation supplémentaire en éthique médicale, en défense du patient et en reconnaissance des maladies auto-immunes avant de pouvoir être autorisé à obtenir son diplôme. L'étudiant concerné a été informé, il le rencontrera immédiatement après la cérémonie. Une vague de stupéfaction traversa la salle. Certains étudiants se déplacèrent nerveusement sur leurs sièges, des chuchotements se faufilant dans les rangs comme un courant électrique délicat. Les professeurs échangèrent des regards, expressions oscillant entre surprise et approbation, la gravité de la situation étant silencieusement mais clairement reconnue. Alex s'affaissa légèrement, les mains crispées sur son programme, la mâchoire serrée, les yeux fixés sur un point unique au sol. La réalité s'était pleinement imposée à lui, l'arrogance, les suppositions, le déni qu'il avait entretenu pendant des mois, chaque erreur de jugement, chaque mot casual minant la vérité de mon expérience était désormais tenu pour responsable d'une manière qu'il ne pouvait ignorer. J'expirai doucement, sentant le tremblement de mes mains s'intensifier, étrange mélange de tension et de soulagement. Il ne s'agissait pas de punition, ni de vengeance personnelle. Il s'agissait de vérité, d'éthique et de reconnaissance. Pour une fois, la réalité de mes luttes, ma persévérance et ma légitimité en tant que patiente et être humain étaient indéniables, impossibles à minimiser, exposées dans un cadre exigeant attention, réflexion et reconnaissance. Autour de moi,
La salle semblait vibrer d'une énergie silencieuse, un sous-courant de compréhension, de prise de conscience, des conséquences tangibles de l'échec à honorer la confiance que les patients placent en ceux qui promettent de guérir. Et là, dans ce moment suspendu, je me permis un bref sentiment de satisfaction intime. Les longs mois d'incrédulité, de minimisation et d'effacement avaient été confrontés à la reconnaissance, à la justice et à la voix intransigeante de l'autorité. Le silence s'étira, lourd et presque palpable, pressant chaque auditeur dans l'auditorium. Les respirations semblaient suspendues, les pas arrêtés, les stylos flottant au-dessus des carnets. Puis, comme une marée lente, des chuchotements commencèrent à se répandre dans la foule. Les étudiants échangèrent des regards furtifs, se penchant vers leurs voisins, murmurant des hypothèses, essayant de deviner qui avait été désigné. Leur curiosité, teintée d'anxiété, créait un léger courant de tension à travers les rangs. Je suis immédiatement. Et à la façon dont les épaules d'Alex s'étaient affaissées, sa posture penchée en avant comme un homme portant un poids bien plus lourd qu'un simple diplôme, lui aussi compris. Sa mâchoire était crispée, les lèvres serrées, les yeux fixés sur un point lointain au sol. Pour la première fois ce matin-là, la certitude et l'assurance arrogante qu'il portait s'évanouirent en choc et incrédulité. La voix du docteur Morgan se fit entendre par-dessus le murmure léger tandis qu'elle concluait son allocution. Ses remarques finales étaient précises, mesurées, pleines de conviction. Elle parla de la noblesse de la médecine, de la responsabilité inhérente à chaque serment prêté, de l'intégrité qui sous-tend chaque action. Les étudiants se penchèrent, absorbant la gravité des mots, tandis que je ressentais une montée de fierté silencieuse, voyant mon expérience vécue reflétée dans chaque phrase. La cérémonie se poursuivit. D'autres prix furent distribués sous des applaudissements polis, des reconnaissances académiques annoncées avec faste, et la remise des diplômes continua selon un ordre précis. Les noms étaient appelés, les poignées de main échangées, les diplômes remis. Puis vint le moment attendu par les familles et les professeurs, le nom d'Alex. Une onde de confusion traversa l'auditoire lorsque les mots furent prononcés, Alexander Chin, diplôme en attente d'examen éthique. Une pause s'étira plus longtemps que le protocole ne l'exigeait, remplie de murmures incertains. Les visages se tournèrent, les yeux s'écarquillèrent, et quelques étudiants chuchotèrent à leurs voisins, tentant de comprendre cette déclaration inhabituelle. Alex traversa la scène lentement, presque mécaniquement. Les applaudissements qu'il reçut étaient hésitants, fragmentés, incertains, un contraste frappant avec les acclamations bruyantes qui accompagnaient habituellement ces moments. Il atteignit le docteur Morgan, serra sa main avec un sourire étudié qui n'atteignait jamais ses yeux, puis se dirigea vers l'autre côté de la scène. Il ne reçut pas le dossier du diplôme, l'aboutissement de tant d'années de travail refusé en cet instant. Son expression resta vide, un masque cachant la tempête d'incrédulité, de gêne et de compréhension naissante. Une fois les derniers noms rappelés, l'auditorium éclata en conversation chaotique. Le murmure doux des chuchotements se transforma en un brouhaha de spéculations, de théories et d'incrédulité. Les étudiants se penchaient les uns vers les autres, discutant de cet instant sans précédent, tandis que les professeurs échangeaient des hochements de tête et des remarques feutrées. À travers la foule mouvante, ma famille se fraya un chemin vers la section des professeurs. La masse d'étudiants se sépara à contre-cœur, certains jetant des regards curieux, d'autres trop absorbés par leur propre conversation. Ma mère arriva la première, le visage strié de larmes, les yeux grands ouverts, mélange de stupéfaction, d'émerveillement et de prise de conscience. « Rachel, mon Dieu, Rachel, c'est toi la patiente. L'étude de cas, tout ce temps. » Sa voix tremblait, brute et brisée, comme si toutes ces années de malentendus, de refus et de doutes s'étaient condensées en une seule révélation incompréhensible. Je hochai lentement la tête, sentant le poids de l'instant s'appuyer doucement sur ma poitrine. Oui. Ma voix était basse mais stable. Les mains de ma mère tremblaient alors qu'elle saisissait les miennes. Et Alex, il a dit aux gens que tu faisais semblant. Il l'a dit à ses camarades, à nous. Elle se brisa, des sanglots s'échappant malgré ses efforts pour les retenir. Les mots frappèrent avec une force rugueuse, résonnant avec les mois d'incrédulité et de refus que j'avais endurés. Je pris une longue inspiration, me recentrant. Le bourdonnement de l'auditorium s'estompa en un arrière-plan lointain. Ici, en cet instant, la vérité de mon expérience longtemps minimisée, doutée et rejetée était indéniable.
Non seulement ma réalité avait été reconnue publiquement, mais elle avait été élevée au rang d'une leçon de portée morale, éthique et empathique que personne ne pouvait ignorer. Les larmes de ma mère étaient chaudes contre ma main. Derrière elle, le reste de ma famille était figé dans différents états de choc, la mâchoire de mon père était crispée, les yeux grands ouverts, tante Caroline chuchotait avec urgence à oncle Tom, la main de grand-mère restait pressée contre sa poitrine. Et Alex, il demeurait figé, pâle, stupéfait, pris entre l'incrédulité et l'éveil progressif à ses responsabilités. Pendant un instant fugace, tous les tremblements, la fatigue et les innombrables nuits à l'hôpital semblèrent se condenser en cette expérience cristalline, ma lutte, validée, reconnue, indéniable. Son diplôme est retenu à cause de ce qu'il a dit à ton sujet, murmura mon père, sa voix basse et tendue, chaque mot chargé d'un mélange de choc et de culpabilité. Son visage s'était empâli, la couleur drainée alors que la portée des conséquences s'imposait à lui. Nous ne savions pas, chuchota ma mère, tremblante. Nous ne comprenions pas à quel point c'était sérieux. Rachel, nous pensions que tu étais juste fatiguée. Nous pensions que tu te laissais faire parce qu'Alex est à la faculté de médecine. J'expirais lentement, les mots sortant doucement, presque mesurés. Vous l'avez cru quand il a dit que je faisais semblant alors que j'avais un diagnostic confirmé par 6 spécialistes. Vous avez suggéré le yoga au lieu d'écouter quand j'essayais d'expliquer mon traitement. Vous avez traité mon expérience comme un détail, quelque chose à gérer superficiellement, plutôt qu'à comprendre. Les larmes de tante Caroline coulaient librement sur ses joues, scintillant sous la lumière douce de l'auditorium. Ses mains tremblaient alors qu'elle serrait son sac à main. Tu étais dans la section des professeurs, murmura-t-elle, la voix brisée. Tu fais partie du programme de recherche de la faculté. Rachel, pourquoi ne nous as-tu pas dit? J'abaissai le regard un instant, la douleur familière d'avoir été ignorée refaisant surface. J'ai essayé constamment, murmurai-je doucement, presque pour moi-même. Mais Alex était celui qui devenait médecin, celui que tout le monde écoutait. Alors bien sûr, il devait avoir raison. Moi, j'étais juste votre fille avec un problème de fatigue, un inconvénient, un personnage secondaire dans l'histoire de sa réussite. Un silence soudain tomba alors qu'Alex apparut, flanqué du docteur Morgan et d'un administrateur senior. Son manteau blanc semblait incroyablement éclatant face au ton sobre de la section des professeurs. Son visage était livide, de la couleur de quelqu'un frappé au ventre. Il s'arrêta à quelques mètres de moi, les épaules affaissées, incapable de lever les yeux pour croiser les miens. Chaque posture confiante qu'il avait arborée toute la matinée avait disparu, laissant place uniquement à l'hésitation et à la vulnérabilité. L'expression du docteur Morgan était inflexible, aussi tranchante que le granit, rayonnant d'autorité. Sa voix était calme mais ferme, perçant la tension ambiante. Monsieur Chin, votre famille est présente. Il semble approprié que vous présentiez les excuses dont vous avez parlé lors de notre discussion préliminaire. La voix d'Alex émergea, à peine audible, serrée par l'émotion. Rachel, je suis désolée. J'avais tort sur tout. Ton diagnostic, il est réel. Tes symptômes, ils sont réels. Je t'ai accusé de simuler une maladie grave. J'ai ignoré des preuves médicales documentées. Je n'ai pas reconnu la gravité de ce que tu traversais et j'ai traité ta souffrance comme insignifiante. Je sentis le tremblement de mes mains s'intensifier non par faiblesse, mais sous l'effet de l'émotion, un mélange complexe de satisfaction, de douleur résiduelle et d'un soulagement prudent. L'auditorium sembla s'effacer autour de moi, chaque murmure, chaque regard curieux d'inconnu s'évanouissant en arrière-plan. Je remarquai le docteur Morgan, légèrement derrière lui, immobile, imposant silencieusement le poids de la responsabilité et de la vérité. Le regard d'Alex restait fixé au sol, la honte gravée dans chaque ligne de son visage, contraste saisissant avec l'arrogance confiante et moqueuse que j'avais connue pendant des années. Autour de moi, ma famille semblait suspendue entre étonnement et tristesse. La main de ma mère tremblait sur mon bras. Les yeux de mon père luisaient de regret. Les épaules de tante Caroline se secouaient de sanglots silencieux. Même grand-mère, d'ordinaire si stoïque, avait la main pressée sur sa poitrine, les lèvres tremblantes, comme si elle retenait elle aussi des mots qui attendaient depuis trop longtemps. Je pris une profonde inspiration pour me stabiliser. Des années de minimisation,
de scepticisme et de déni pur et simple étaient enfin reconnus, non comme des leçons abstraites, mais devant la personne même qui les avait causées. L'excuse d'Alex, fragile et hésitante, n'était qu'un premier pas, mais elle portait le poids que j'attendais depuis longtemps, la reconnaissance que ma lutte, ma vérité et ma réalité ne pouvaient plus être ignorées ou minimisées. J'ai priorisé mon ego sur ta santé, et j'ai convaincu notre famille de faire de même, admit Alex, la voix basse mais ferme, brute d'honnêteté. Ses épaules se voûtaient comme si elles portaient le poids d'années de déni et d'ignorance. Tu as dit aux gens que je faisais semblant pour attirer la compassion, dis-je, la voix étonnamment stable malgré les tremblements qui parcouraient mes mains. Tu as fait ça alors que tu étudiais pour devenir médecin, alors que tu apprenais précisément la maladie que j'ai. Quel genre de médecin ignore la souffrance d'un patient simplement parce que c'est inconvenant? Les lèvres d'Alex tremblaient, et il murmura, presque pour lui-même, un mauvais. Un dangereux. Dr Morgan a raison. Je ne mérite pas de recevoir mon diplôme, pas encore. Le docteur Morgan tourna son regard vers mes parents, son expression à la fois résolue et autoritaire. M et Madame Chin, votre fils devra compléter 60 heures de formation en éthique, suivre notre département de neurologie pendant un mois et rédiger un travail de recherche formel sur la minimisation des patients et le gaslighting médical avant que son diplôme ne soit délivré. Il rencontrera également Rachel personnellement et reconnaîtra formellement son rôle dans le découragement de sa famille à soutenir son traitement. Le visage de ma mère s'effondra complètement, des larmes coulant librement sur ses joues, son corps tremblant de chagrin et de culpabilité. La main de mon père serra le bord d'un siège, les articulations blanchies, semblant perdre d'un coup toutes les années de fierté et d'autorité. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en un instant. Le docteur Morgan poursuivit, son ton délibéré, tranchant la tension comme un scalpel. Je recommande également que toute la famille participe à des séances éducatives sur les maladies chroniques, les affections auto-immunes et les systèmes de soutien familial. Ce qui est arrivé à Rachel, être rejetée par sa propre famille lors d'une crise médicale grave, constitue une défaillance systémique qui dépasse l'individu. Le soutien familial, la compréhension et la validation sont des composantes essentielles d'une prise en charge efficace. C'est un moment d'enseignement pour chacun d'entre vous. Elle fit une pause et porta son regard directement sur moi. Rachel, je tiens à être parfaitement claire, votre participation à notre programme de recherche a été entièrement volontaire. Vos contributions ont été significatives, impactantes et appréciées. Vous avez aidé à façonner l'éducation des futurs médecins et contribué à l'amélioration des protocoles thérapeutiques qui bénéficieront à de nombreux patients à travers le pays. Rien de tout cela ne diminue vos épreuves, mais cela amplifie la portée de votre persévérance, de votre discernement et de votre courage. Je sentis l'auditorium se resserrer autour de moi, chaque battement de cœur résonnant dans mes oreilles. Le faible bourdonnement des conversations des étudiants et des enseignants, auparavant lointain, semblait maintenant la bande sonore de la tempête d'émotions qui tourbillonnait en moi. Soulagement, satisfaction et douleur persistante se mêlaient dans une chaleur complexe, presque désorientante, dans ma poitrine. Alex resta figé, les yeux baissés, les lèvres serrées, absorbant chaque mot. Le poids de la responsabilité pesait visiblement sur lui, contraste frappant avec le frère sûr de lui et méprisant que je connaissais depuis des années. Les sanglots de ma mère s'étaient légèrement apaisés, mais ses mains tremblaient encore sur les miennes. Les épaules de mon père s'affaissèrent, le visage pâle et tendu. Tante Caroline et oncle Tom échangèrent de longs regards silencieux, mains serrées, tandis que grand-mère portait la main à ses lèvres, tremblant légèrement comme pour retenir son incrédulité. Les yeux du docteur Morgan s'adoucirent juste assez pour reconnaître l'intensité du moment, mais sa voix resta ferme. Rachel, vous avez tant enduré sur le plan médical et émotionnel. Aujourd'hui, votre voix, votre vérité et votre persistance sont reconnues non seulement par l'institution, mais aussi par votre famille. C'est un moment de responsabilité, de croissance et d'apprentissage pour tous les présents. Qu'ils servent de fondement au changement. Je laissai échapper un long souffle, laissant les tremblements se calmer juste assez pour me sentir ancré. Mon corps, épuisé par des années de négligence, de rejet et de combats médicaux incessants, se sentait à la fois léger et lourd, comme si le poids d'avoir été ignoré avait enfin été reconnu et porté d'une manière tangible et indéniable. L'air de l'auditorium, chargé de tension et d'émotion,
semblait maintenant vibrer doucement, non pas de murmures ou de spéculations, mais de reconnaissance. Aujourd'hui, la vérité de mon expérience était indéniable. Aujourd'hui, ma persistance avait imposé reconnaissance, responsabilité et réflexion, non seulement de la part de mon frère, mais de toute ma famille. Ce qui s'est passé aujourd'hui, avait dit le docteur Morgan lors de la cérémonie, n'était pas destiné à punir votre frère, même si ses actes demandaient responsabilité. Il s'agissait de s'assurer que les futurs médecins comprennent les conséquences réelles de minimiser les patients, de sous-estimer leurs souffrances et de privilégier des hypothèses plutôt que des preuves. Rachel, vous avez donné à ces diplômés une leçon qu'ils garderont à jamais. Les mois suivants se déroulèrent avec intention. Alex s'impliqua pleinement dans ses obligations correctives, les abordant avec un sérieux auparavant absent. Il accompagna le docteur Morgan à la clinique de neurologie, observant les entretiens avec les patients, passant en revue les examens diagnostiques et assistant aux décisions thérapeutiques complexes en temps réel. Chaque consultation, chaque examen de dossier, chaque interaction subtile avec les patients révélait l'écart entre l'apprentissage théorique et l'expérience humaine. Il rédigea un mémoire d'éthique approfondi, analysant méticuleusement comment les biais cognitifs, l'arrogance diagnostique et les hypothèses non examinées peuvent nuire aux personnes vulnérables. Ce processus l'obligea à affronter son propre comportement non de manière abstraite, non comme une hypothèse, mais comme une erreur tangible et vécue, ayant de réelles conséquences pour quelqu'un qu'il aimait. Alex assistait à mes séances de perfusion, se tenant silencieusement dans un coin pendant que les infirmières administraient les médicaments, notant avec précision le rythme de mes difficultés, tremblements des mains, fatigue, difficulté à avaler, instants où se tenir debout demandait un effort conscient. Il était témoin de mes crises myasthéniques, de ce déclin subtil et terrifiant qui pouvait survenir sans prévenir, de la réalité implacable d'une maladie qu'il avait autrefois écartée comme imaginée ou exagérée. 6 mois après la remise des diplômes, nous nous retrouvâmes pour un café dans un petit café calme. L'arôme des grains torréfiés se mêlait aux murmures discrets des conversations autour de nous, mais le monde semblait se rétrécir, ne laissant que nous deux. Alex paraissait différent, moins sur la défensive, moins certain, plus humain. Dans ses yeux se lisait l'humilité, des ombres d'introspection et une trace subtile de vulnérabilité qu'il avait jadis cachée derrière son arrogance. Il sortit de la poche de son manteau une enveloppe bien pliée. « Le diplôme est arrivé hier, dit-il, d'une voix basse et précautionneuse. Ils organisent une petite cérémonie la semaine prochaine pour nous trois dont la remise de diplôme avait été retardée. » Je pris mon thé lentement, laissant la chaleur amère m'ancrer dans l'instant. « Félicitations, dit-il, presque timidement. Je secouai la tête, un petit sourire ironique aux lèvres. « Je ne mérite pas de félicitations, murmurai-je. Tu as failli devenir le type de médecin qui peut nuire aux patients par arrogance et mépris. Tu as failli considérer leur souffrance avec indifférence plutôt qu'avec responsabilité. » Pour la première fois, il soutint mon regard, les yeux calmes et sincères, comme s'il cherchait la permission d'être pleinement vu. Tu souffrais vraiment, admit-il. Et je t'ai traité de simulatrice. J'ai minimisé chaque signe, chaque expression de douleur. J'ai trompé notre famille, nos amis, moi-même. J'avais tort. Je l'observai attentivement, notant les lignes subtiles autour de ses yeux, la légère raideur de sa posture, la manière dont ses mains jouaient nerveusement avec les bords de l'enveloppe. Et maintenant ? Demandai-je doucement. Je vais me spécialiser en médecine familiale, dit-il délibérément, sa voix ferme. J'ai choisi une résidence en soins primaires parce que je veux travailler avec des patients dont les pathologies sont complexes, invisibles aux autres, négligées par d'autres médecins. Je veux être ce médecin qui écoute, qui défend ses patients, qui ne renonce pas quand tout le monde abandonne. Je hochai la tête, absorbant le poids de ces mots, leur sincérité, leur engagement. C'est un bel objectif, murmurai-je. Mais cela n'efface pas ce que tu m'as fait. Cela n'efface pas les mois de doute, de douleur, de rejet. Il expira lentement, mélange de remords et de détermination, et pour la première fois, l'espace entre nous ne sembla ni distant ni brisé. Il était fragile, oui, et hésitant, mais réel. Je sais, dit-il, la voix à peine audible. Je ne peux pas effacer le passé. Mais je peux le porter avec moi, comme une leçon, comme un rappel. Comme le médecin que j'aurais dû être dès le départ. Et à ce moment-là,
Pour la première fois depuis des années, je crus qu'il le ferait. Rien ne pouvait effacer les mois ou les années de malentendus, la vive douleur du rejet, les nuits passées à me convaincre que je n'imaginais pas ma souffrance. Mais peut-être, juste peut-être, pourrais-je m'assurer que d'autres patients ne subissent pas ce que j'avais enduré, ce qu'Alex et notre famille m'avaient infligé. Cette pensée devint un objectif discret, un principe directeur pour les conversations difficiles et la reconstruction lente qui m'attendaient. La confiance de ma famille ne revint pas du jour au lendemain, et elle ne ressemblait jamais exactement à ce qu'elle avait été auparavant. Il n'y eut ni grande déclaration ni épiphanie soudaine, seulement des pas graduels et réfléchis vers la reconnaissance et la compréhension. Ils commencèrent à assister à mes séances de perfusion, s'asseyant silencieusement dans les fauteuils de la clinique, observant le rythme de l'administration des médicaments, la surveillance attentive de mes constantes vitales, les signes physiques subtils indiquant une poussée ou une crise imminente. Chaque visite devint une leçon de science et d'empathie. Ils consultèrent les articles de recherche auxquels j'avais contribué, s'arrêtant sur les graphiques, les protocoles de traitement et les études de cas qui semblaient autrefois abstraits ou sans intérêt. Maman rejoignit un groupe de soutien pour proches de patients atteints de myasthénie grave, apprenant à interpréter les complexités de la maladie auto-immune auprès de ceux qui la vivaient aux côtés des patients. Papa commença à consacrer du temps et des ressources à la collecte de fonds pour la recherche sur les maladies auto-immunes, parlant à des collègues, écrivant aux organisations locales et se connectant à des réseaux de défense des patients. Mais les changements les plus profonds étaient plus discrets, presque invisibles, et pourtant plus significatifs que n'importe quelle réussite extérieure. Ils commencèrent à écouter. Quand je décrivais une mauvaise journée de symptômes, mes membres lourds comme du fer, mon élocution brouillée, mes doigts refusant de coopérer, ils ne me servaient pas de platitude. Ils me croyaient. Quand j'expliquais mon protocole de traitement, les horaires, les risques des perfusions et mes limites physiques, leurs réponses étaient des questions réfléchies plutôt que des commentaires désinvoltes ou des suggestions du type « tu devrais essayer ça ». Quand l'utilisation d'aide à la mobilité devint nécessaire, les rampes furent dégagées, les chaises rapprochées, et mes demandes d'adaptation pratique furent accueillies sans la moindre trace de scepticisme. Alex, après avoir terminé sa formation en éthique et son stage d'observation en neurologie, reçut finalement son diplôme. Il m'envoya une photo ce matin-là, une blouse blanche impeccable, soigneusement repassée, accrochée à une chaise dans son appartement. Au-dessus de la poche, son nom était brodé, Alexander Chin, MD. En dessous, épinglé avec soin, un petit ruban violet symbole de sensibilisation à la myasthénie grave. La légende sous la photo me fit marquer une pause, en hommage à ma première enseignante, qui m'a appris que l'écoute des patients n'est pas seulement une bonne médecine, c'est la seule médecine qui compte. À cet instant, je pus voir le changement pas seulement en Alex, mais en eux tous. Ils apprenaient, s'ajustaient, remodelaient leur compréhension de ce que signifiait prendre soin, valider et défendre. Les leçons avaient été difficiles, parfois inconfortables, mais ils écoutaient enfin. Et pour la première fois depuis mon diagnostic, je ressentis un soulagement rare et profond, je n'étais plus seul face à ma maladie. Les tremblements, la fatigue, l'incertitude toujours présents, indéniablement réels mais désormais accompagnés du soutien, de la reconnaissance et de la volonté d'agir avec empathie et respect. Pour la première fois, je pouvais affronter ma maladie avec des alliés, et non des sceptiques, à mes côtés. Le chemin n'était pas terminé, et il y aurait encore de mauvaises journées, des visites à l'hôpital et des poussées. Mais désormais, il y avait la compréhension, la validation et une famille capable enfin de me voir clairement, et cela changeait tout.